16h-17h. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, ce sont celles de mon invité que vous allez découvrir dans quelques instants. À partir de plusieurs dates clés de sa vie, cet invité va vous raconter son parcours, ses passions, donc son histoire. Mais les clés d'une vie, vous le savez, ce sont aussi d'autres histoires liées à votre vie. Allez, grâce à ces clés, j'ouvre maintenant la porte à nos souvenirs. C'est au cœur de la baie des Anges qu'elle a découvert le démon de la Seine. Elle était encore toute petite quand elle a commencé à grandir très vite. Si elle chante aujourd'hui changer le monde, elle n'a pas beaucoup changé. Bonjour Priscilla Betty. Bonjour. C'est vrai qu'on vous connaît, une génération vous connaît parce que vous étiez toute petite, maintenant vous avez un peu grandi, avec un parcours qu'on va évoquer. Vous sortez un nouvel album, on va en reparler aussi. Un album qui vous tient à cœur et il n'y en a pas eu depuis des années. Mais le principe de l'émission, c'est vous raconter à travers votre parcours et votre vie. Et la première date que j'ai trouvée vous concernant, c'est le 31 décembre 2001. C'est la diffusion à la télévision d'un téléfilm qui vous est cher. Enfin, dont vous avez fait la voix. Un téléfilm, tout à fait. Américain. Je crois qu'on parle du film Annie. Exactement. Oui. Car Annie était un téléfilm américain tiré d'une comédie musicale et le doublage de la voix française, c'est vous. C'est la mienne, tout à fait. Vous êtes très jeune à l'époque. J'étais vraiment toute petite. Vous aviez quel âge? 2001, 11 ans. Oui, c'est tout petit. Ouais, c'est ça, donc toute petite et j'ai pris énormément de plaisir à faire ce genre d'exercice que je ne connaissais pas et après regarder et entendre ma voix sur ce film que j'aime énormément et encore aujourd'hui, ça fait tout bizarre. Oui. Comment êtes-vous arrivé au doublage de ce film, Priscilla Betty? Oh là là, je vous avoue que c'est très lointain. Donc, je pense que ma maman et moi avions fait les démarches au studio de Big Brother pour éventuellement faire le doublage de ce film. Oui, car votre maman a été très présente. On va en reparler. Il faut savoir que Annie, au départ, c'est une bande dessinée qui est parue dans le journal de Mickey dans les années 50, pendant des années et des années. Et ça a donné l'idée à Walt Disney de faire un film, parce que ça marchait très bien. Il y a eu une comédie musicale qui a rempli Broadway pendant des années, que j'ai vu d'ailleurs dans les années 80, qui était la comédie musicale où il y avait dans la salle 2000 enfants tous les jours. C'était hallucinant. Et il y en a eu un film à grand spectacle. Il y a eu un film de John Huston qui a pas très bien marché aussi. Et là, il y a pas si longtemps, ils ont refait, je crois, ça n'arrête Annie. pas. Oui, c'est ça. Mais ça restera, c'est pas le Annie sans prétention aucune, mais avec les images anciennes, avec, je sais pas, il y avait quelque chose d'authentique dans ce Annie-là que j'ai pas retrouvé dans le nouveau, quoi. Oui, et puis il y avait, c'est l'histoire d'une orpheline avec des chansons qui étaient de vraies mélodies dans les années 80. De vraies paroles, de vraies mélodies importantes et hyper présentes, rythmées à la fois et parfois très douloureuses. Quand elle est dans l'orphelinat et qu'elle espère que ses parents vont venir la chercher, cette chanson est juste magnifique et à la fois aussi très triste. Il y avait 14 enfants dans la comédie musicale à Broadway qui se relayaient pour que le spectacle se passe tous les jours. Ah bah oui, parce qu'elles étaient très présentes, toutes ses copines dans l'orphelinat, elles étaient, oui, c'est ça. Non, mais il y avait 14 Annie. Oui, d'accord. Ah bon, oui, 14 doublures, quoi. 14 doublures parce qu'il y avait il y a des lois précises qui interdisent aux enfants de jouer plus de quelques jours. Ah ben ça, vous m'en parlez, je suis au courant. Ouais. Moi, j'étais très suivie quand j'étais petite. Bon, c'est très bien, mais c'est vrai que je devais respecter certains horaires, tout ça. C'est-à-dire? Oh ben, je devais avoir mangé à 19h. Ah bon? Tout à fait. Je pouvais pas travailler au-delà d'une certaine heure. Ouais, c'était un peu compliqué, mais à la fois, c'est quand même une sécurité aussi pour les enfants, donc c'est bien. Et on vous interdisait de jouer certains jours, de chanter certains jours? Non, mais c'était plus une question d'horaire en fait, à partir d'une certaine heure. Mais c'était difficile parce qu'on connaît les émissions de télé, il y a du retard, il y a des choses comme ça. Donc j'avais des répétitions à faire lors d'une émission et c'était un duo avec une personne connue et qui est arrivée un petit peu en retard et tout ça. Et dans le public, il se trouvait une personne de la danse du spectacle. Donc elle est venue un peu nous taper sur les doigts, quoi. Voilà, mais on lui a dit que c'est pas trop notre faute, quoi. Et le duo, c'était avec qui? Florent Pagny. Ah bah oui, donc il était un peu en retard, mais ça a lieu quand même. Oui, ça a lieu quand même, mais on a pris une petite amende, voilà. Alors, vous êtes né à Nice, la baie des Anges, et je crois que tout de suite, vos parents et votre mère a compris que vous étiez faite pour la chanson. C'est vrai que je suis issue d'une famille de musiciens, de chanteurs, et j'ai toujours baigné là-dedans. Et c'est vrai que en baignant dans cet univers, ça m'a donné aussi l'envie de sortir quelques notes, voilà. Et j'ai fait comprendre à ma maman que
j'avais envie moi aussi de pouvoir faire comme elle ou comme ma grande sœur, chanter. Et maman se doutait pas du tout que je pouvais avoir cette envie. Et en lui expliquant, et surtout quand elle m'a écoutée, elle s'est dit « Ah oui, bah oui, effectivement, je comprends pourquoi elle a envie de chanter. » Vous étiez encore là toute petite, 5-6 ans? J'avais 8 ans. Ouais, quand même. Voilà. Mais une famille de chanteurs, vos parents, vos grands-parents chantaient? Ma maman a toujours chanté, donc chantait juste, a écouté énormément de musique. Mon papa, en fait, était choriste dans une chorale qui s'appelait Les Petits Chanteurs de la Côte d'Azur. Oui. Donc il a voyagé pas mal, il a joué de l'accordéon pendant pas mal d'années. Ma sœur aînée, chanteuse professionnelle, celle du milieu a carrément changé de voix, mais elle chante aussi, et moi. Et alors, il y a Henri Betty, je ne sais pas si vous le connaissez, ça s'écrit comme vous, qui est né à Nice, qui aurait 100 ans cette année, et qui a été un des plus grands compositeurs français. Il a composé toutes les chansons de Maurice Chevalier, et une chanson, un jour il arrive sur son piano, il fait une mélodie, et Yves Montand l'entend, c'est devenu C'est si bon. Ah bon? Oui. Ah ben non. Et il s'appelle Betty. Il s'appelle DTI? Exactement. Ah, ben donc c'est bien. regardez un petit peu dans le Je vais aller me dictionnaire. renseigner. Sur internet, c'est vraiment, à mon avis, quelqu'un qui a un lien avec votre famille. C'est évident. Ah, bah, ça serait drôle, tiens. Et c'est Je l'un vais aller des- regarder. Ouais, c'est l'un des plus grands compositeurs de chansons du XXe siècle. Parfait. Alors, Fier. Vos débuts dans la chanson, c'est à l'âge de 8 ans pour l'anniversaire de votre tante Priscilla Betty. Tout à fait. Ma tata Jacqueline. Tout Qu'est-ce à qui fait. s'est passé? Comment ça s'est passé? Mais en fait, on est une très grande famille. Ma maman a 3 sœurs, donc avec elle, ça fait 4, et beaucoup d'enfants. Et on a une règle d'or, c'est que pour chaque dizaine, on essaye de faire un repas, une fête, et avec un petit spectacle qui peut avoir lieu éventuellement avec de tout, quoi. De la comédie, de la danse, du chant, des parodies. Et il se trouve que tout le monde commence à monter son spectacle, son show. Et moi, personne me demande ce que je veux faire parce que j'avais 8 ans et que voilà. Sauf que j'ai pris ma maman par la main, je l'ai assise, on s'est assises toutes les deux et moi je lui ai dit, moi j'aimerais bien aussi faire quelque chose. Elle me dit, bien sûr chérie, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, moi je voudrais chanter. Bah tu veux chanter quoi? Déjà elle était choquée que je lui dise ça, mais en plus elle me dit, tu veux chanter quoi? Et je lui dis, je voudrais chanter l'hymne à l'amour d'Edith Piaf. Ah, alors là, il lui est tombé la mâchoire. Mais elle me dit, mais chérie, déjà, comment tu connais cette chanson? Je dis, déjà, Edith Piaf, tu m'as chanté La vie en rose toute mon enfance, donc je sais qui c'est. Et l'hymne à l'amour, en fait, ma grande sœur l'a chanté. Dans son orchestre à l'époque, et j'ai toujours aimé cette chanson. Et donc stupéfaite, elle me dit bon pas de problème. Et donc j'ai travaillé dans mon coin toute seule. Et lors de la prestation, elle était devant moi en essayant de me guider, tout ça pour que je sache le couplet, le refrain, le machin. Mais en fait, elle s'est rendue compte qu'au bout d'un moment, ces gestes ne servaient à pas grand chose parce que j'avais hyper bien travaillé, et je savais très bien ce que je devais faire. Et c'est vrai on le voit sur la vidéo de famille, elle est comme tout le monde en fait derrière, et puis elle regarde, et puis elle se dit je n'étais pas au courant, quoi. Et vous êtes accompagné ou c'est a cappella? Non, c'est sur une bande son, c'est sur une PBO, et j'ai mon micro devant avec mon texte et je chante. Voilà. Est-ce que vous connaissez l'histoire de cette chanson, Priscilla Betty, de l'hymne à l'amour? Me suis plus ou moins renseignée. C'est par rapport à comment qu'elle s'appelle? Cerdan? Pas du tout. Non, pas Cerdan. Je sais. Non, l'histoire est très simple. C'est quoi? Elle écrit un jour des chansons avec quelqu'un qui habite chez elle, qui est Charles Aznavour, qui débute. Et puis, il commence à parler, et c'est Charles Aznavour qui a trouvé les 2 premiers vers. Le ciel bleu, etc. Sur nous peut s'effondrer. Voilà. Et à la fin de la chanson, quand elle est terminée, il dit à Edith, ta chanson, c'est un hymne à l'amour. Très bien, ce sera le titre. Ah. C'est comme ça que c'est né. On a dit que c'était fait pour la mort de Cerdan. Pas du tout. Ça a été fait avant pour une autre chanteuse, mais Piaf écrivait des chansons pour les autres, mais elle détestait que les autres les chantent et les reprenait pour elle. C'était un sacré caractère. Vous avez fait des concours régionaux ensuite, Priscilla Betty? Oui, bien sûr. J'ai fait tout ce qui est la Française des Jeux. Il y avait aussi un concours très connu chez nous à Nice, au Théâtre de Verdure. J'ai commencé à faire des petites scènes comme ça, et je remportais souvent une des 3 premières places, donc j'étais contente. Et qu'est-ce que c'était? Des trophées, des récompenses, C'était des coupes, des petits gadgets. C'était chouette. Pour mon âge, c'était bien. Et votre maman était de plus en plus convaincue que vous pourriez chanter? En tout cas, elle me suivait partout, et elle essayait de faire ce que j'avais envie
ce que j'avais envie de faire, et elle m'accompagnait et elle me disait bon bah dès que c'était possible je pouvais le faire, mais après il y a des fois où on pouvait pas forcément parce qu'il y avait quand même un peu l'école en plein milieu, Ouais. et puis mais elle savait qu'en tout cas ça me rendait heureuse, donc elle essayait de faire son possible pour réaliser tout ça. Et ça a marché. On va en reparler dans quelques instants avec une autre date, Priscilla Betty, le 23 février 2001. À tout de suite sur Sud Radio avec Priscilla Betty. 16h, 17h. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invitée Priscilla Betty. Elle réveille vos souvenirs, des souvenirs chers à celles et ceux qui nous écoutent à travers une date, 23 février 2001. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Priscilla Betty? J'étais en train de me demander. Une télévision. Bien sûr, drôle de petit champion. Exactement. Ouais. Une émission, qu'est-ce que c'était cette émission? On l'a un peu oublié. C'était comme un tremplin, c'était pas forcément un concours, c'était plus découverte de talent et de tous les horizons. C'est-à-dire C'était un peu l'ancêtre de The Voice et de la Nouvelle Star. tout à fait, sauf que c'était pas que spécifique à la chanson. Il y avait des danseurs, il y avait des musiciens, il y avait des petits sportifs aussi, et voilà. Et il y avait moi. Et comment êtes-vous arrivé dans cette émission? Ben, je la regardais, j'étais assez fan petite. Je la regardais à la télévision, et c'était à la même époque que Graines de Star aussi sur M6. Et j'ai tout simplement dit à ma maman, j'aimerais bien le faire moi aussi, juste pour regarder un petit peu une émission, comment ça se passe, parce que nous, on nous donne quelque chose, mais je voulais voir les caméras, je voulais voir ce genre de choses. J'étais vraiment fascinée par tout ça. Et elle me dit, écoute chérie, pas de souci, je te fais enregistrer peut-être 3-4 titres, et puis on l'envoie, et puis on verra bien, quoi. Et en fait, on nous a rappelé très peu de temps après, en nous disant, on aimerait bien votre fille dans l'émission pour la prochaine, quoi. Comment ça s'est passé cette première émission? C'était pour TF1, hein? Tout à fait, pour TF1, je suis arrivée, studio de la Plaine Saint-Denis, donc je découvre tout ça, et très grand. Je vais sur le plateau, je fais mes répétitions, je suis un peu avec tout le monde, je dis bonjour, je mesurais 1m30, je crois. Donc tous les gens, je les regardais comme ça. Et puis je vois ces fameuses caméras, je vois les deux présentateurs qui étaient des fans, Pascal Bataille et Laurent Fontaine. Et puis arrive le moment où je vais sur scène, je descends des gradins. C'est Billy à l'époque qui me présente, l'animateur Billy. Et j'arrive et on me monte sur cette espèce de petit camembert parce que j'étais toute petite. Et là, je commence à enchaîner un titre, 2 titres, 3 titres. Et puis j'étais bien, quoi. Et le public était bien aussi, puisque oui. Finalement, d'abord ça a marché et on vous a repéré. Il y a un monsieur qui s'appelle Patrick Debout qui vous a repéré dans Patrick le public. Debord. Oui. Comment ça s'est passé? C'est un monsieur issu de la télévision et il a fait de la musique auparavant et il voulait revenir à de la musique et il était dans les studios à ce moment-là, il m'a vu et à la fin de l'émission, il est venu voir ma maman et lui a demandé j'aimerais vraiment faire quelque chose avec votre fille de concret, quoi. Et quelque chose d'important puisqu'il travaillait, je crois, pour la Metro Goldwyn Mayer. Alors là, vous m'en demandez trop. Je crois que j'étais trop petite pour comprendre voilà. ce genre de choses. Donc, il décide de vous prendre sous son aile oui. et de travailler avec vous. Oui. Et ça a été un travail à Paris ou à Nice à ce moment-là? Parce que vous viviez à Nice. Oui, mais ça a été des enregistrements à Paris. Et donc, 7 mois plus tard, il y a un disque qui sort, Quand je serai jeune, et tout de suite, c'est le succès. Tout de suite, oui, j'ai l'impression que ça prend bien. Je découvre chaque personne avec qui je vais travailler. De ma maison de disques à l'époque était Zomba Records. C'était rue de Clichy. Je me rappelle comme si, c'était hier. Et petit effectif de peut-être 10-15 personnes. Et la première fois où j'arrive dans le bureau de mon chef de projet qui me présente la pochette de mon premier single et je vois ça et je suis contente, mais je réalise pas en même temps, quoi. Mais ma maman me dit un truc très rigolo, elle me dit chérie, pour que tu comprennes bien en fait, ce single là, donc cette chanson là, c'est la tienne. Et pour que tu puisses comprendre, c'est un single qu'on pourra par exemple retrouver à Auchan, parce que dans ma famille nous sommes fans de Auchan, nous y sommes tout le temps. Et donc elle me dit clairement, voilà, pour que tu te fasses une idée, ton single sera dans les bacs d'Auchan. Voilà. Donc j'ai dit, mais c'est super, on va le voir tous les jours. Voilà. Et vous avez fait une dédicace dans ce magasin, non? Non, j'ai pas eu l'occasion, mais en tout cas j'arrivais et j'étais toute folle, je prenais mes singles puis je les mettais partout. Exact. Mais vous habitiez Paris à ce moment-là pour travailler? Non, j'ai toujours habité à Nice parce que j'avais l'école. Et oui, alors comment vous faisiez avec l'école et la chanson? Lundi, mardi, j'étais à l'école. Mardi soir, je montais à Paris pour faire la promo tout le mercredi. Le mercredi soir, je redescendais sur Nice. J'avais l'école jeudi, vendredi. Et le vendredi soir, je remontais pour faire samedi, dimanche à Paris. Je redescendais dimanche soir et ça pendant des semaines. Et c'était passionnant. Passionnant.
Et en même temps, quand on découvre tout ça, finalement, on se rend pas compte de ce qui arrive, mais est-ce qu'on est conscient qu'il se passe quelque chose, Priscilla Betty? Ben, on est conscient, en tout cas, que, à l'école, on me parlait souvent, ah, je t'ai vu à la télé, ah, je t'ai vu dans tel magazine, ah, je t'ai vu machin. Dans la rue, les gens vous regardent différemment, forcément, parce que vous avez une tête qui leur parle. Et puis je fais des choses que j'ai pas l'habitude de faire. Je me retrouve dans un monde d'adultes aussi. C'est un peu dur quand on est jeune, non, ou enfant même. Non, franchement, moi je peux pas dire que j'ai trouvé ça dur. J'ai trouvé ça justement féerique plus que dur et j'étais hyper bien entourée. J'avais des journées bien remplies et je faisais ce que j'adorais, c'est-à-dire chanter, quoi. Et puis il y a la consécration, ça a été New York. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez rencontré votre idole, Priscilla Betty. Oui, mon idole de l'époque. J'ai rencontré Britney Spears, qui m'a remis mon premier disque d'or, justement, avec Quand je serai jeune. Mais comment ça s'est fait, ça? Eh ben, je me suis déplacée là-bas au départ pour une émission. J'avais une mission. Une émission, mais c'est vrai. Il y avait à l'époque un programme qui s'appelait les petits anges, je crois, et il fallait que j'aille remettre un petit ange à Britney Spears, de la star de l'année, voilà. Donc je me Britney Spears, votre idole en plus. Tout à fait. Donc je me suis dit mais ça c'est pas croyable, c'est moi qui vais aller lui porter ça. Et donc de là s'organise tout un voyage avec donc la rencontre avec Britney, assister au concert aussi juste après, et remettre mon petit ange. Et j'arrive dans sa loge avec deux gardes du corps devant très très costauds et on savait très bien qu'on n'avait pas énormément le temps de rester. Mais j'arrive, je m'assois à côté d'elle et puis donc je lui remets mon petit ange et là, je la vois, elle se tourne et elle me parle en anglais, je comprends pas. Hein. Elle se tourne et puis je vois qu'elle me remet quelque chose et c'est moi sur la photo, c'est la pochette de Quand je serai jeune. Et donc elle me dit so cute, tout ça et donc moi je le prends mais je suis complètement choquée. Elle me dit mais c'est pour moi, c'est pas pour moi, je comprends pas très bien. Et j'ai eu l'occasion de lui chanter une de ses chansons dans un anglais qui n'appartient qu'à moi, qui n'en est pas un. Et je lui ai chanté Crazy. Et de là, ça a duré vraiment 5 minutes et je suis partie. Et après, j'ai assisté à son concert, mais c'est un souvenir qui restera gravé. Hein. Vous avez des photos, bien sûr, de tout ça? Tout à fait. J'ai eu l'occasion d'aller dans une caserne de pompiers aussi là-bas. J'ai pu visiter un village, en plus à l'époque de Noël, donc avec des décorations magiques. C'est super. Ce qui est étonnant avec Britney Spears, c'est tout le phénomène. Et j'ai trouvé un Californien qui a dépensé $80 000 de chirurgie esthétique pour ressembler à Britney Spears. Il s'est tout fait faire. Il y a 90 opérations. Eh ben, Et physiquement, bon, il ressemble de loin à Britney Spears. Mais c'est ça, déjà, c'est un homme. Oui, exactement. Oh, déjà, ça paraît compliqué, hein. Je sais que les fans n'ont pas vraiment de limite. Après, quand ça touche à la santé, il faut quand même faire un peu plus attention. Oui, alors ce qui est plus intéressant, c'est qu'en ce moment, il y a 7 tenues mythiques de Britney Spears qui sont en vendre sur eBay. Ah bon? Oui. Elles valent $92 000. Alors il y a la robe des MTV Video Music Awards. Il y a des tenues de scène. Il y a la robe qu'elle portait sur le tapis rouge quand elle est venue voir les Oscars. Tout ça est à vendre. C'est étonnant. Et ça marche très bien. Il y a des surenchères sur eBay. C'est des pièces uniques et les fans en général adorent avoir quelque chose d'unique. Donc ça m'étonne pas qu'ils puissent débourser de telles sommes. Vous êtes resté fan de Britney Spears? J'ai toujours suivi son parcours, même dans les moments où ça allait pas. Ouais. Et c'est presque une leçon quand on est une jeune fille qui débute comme ça en France de voir les hauts et les bas d'une star. Et c'est du coup, en fait, ça a toujours été on m'a souvent comparé à elle parce qu'elle a commencé dans le club de Mickey, donc toute petite aussi. Et moi c'était pareil, donc elle m'a dit vous avez pas peur un jour pareil de péter les plombs, de machin. J'ai dit écoutez je suis un humain, je suis à l'abri de rien, je sais pas, en l'occurrence aujourd'hui pour moi je suis assez équilibrée, j'ai des choses dans ma vie qui me permettent de tenir le cap et tout va très bien comme ça. Après je suis personne pour juger, je ne sais pas en fait, peut-être trop de pression parce que on va dire que les États-Unis c'est pas comme nous, hein, les paparazzis là-bas c'est de l'agression quoi, vraiment ils sont plus que présents et donc voilà, j'ai été très désolée pour elle de la voir sombrer comme ça et là je la suis sur Instagram et je vois elle arrête pas, elle met ses séances de sport sur Insta Story, elle est souvent avec ses enfants sur les photos ou elle est souvent sur scène aussi, donc ça fait plaisir de la voir revenir. Après pour être très honnête, j'ai vu qu'elle avait fait aussi un petit peu de chirurgie esthétique, je trouvais ça un peu dommage. Oui, c'est dommage. En tout cas, ouais. vous n'avez jamais pris la grosse tête et je vais le prouver dans quelques instants avec une autre date, le 25 janvier 2003. À tout de suite sur Sud Radio avec Priscilla Betty. 16h, 17h. Sud Radio, les clés d'une vie.
Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité qui s'appelle Priscilla Betty, pas Britney Spears bien entendu. Elle réveille vos souvenirs, des souvenirs chers à celles et ceux qui nous écoutent à travers une date, 25 janvier 2003. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est une date importante, c'est celle de votre premier concert, je crois. Oulala, alors... Oui, c'était à Nice, à guichet fermé. Tout à fait, voilà, j'hésitais avec l'Olympia, mais ça me parlait pas. Oui, tout à fait, première date à Nice, juste avant l'Olympia, c'était un peu comme une générale pour nous, au Palais Nicaïa, tout à fait. C'est une grande salle? C'est une très grande salle, oui. Et quand on se retrouve à Nice avec sa famille et les gens qui vous connaissent depuis des années? Si je dois être très honnête, j'étais contente et je n'avais aucune pression. J'avais vraiment l'insouciance de l'âge. Hein. Je rentrais sur scène, pour moi c'était une cour de récré, quoi. Il y avait plein de chansons, il y avait des musiciens. Il y avait des musiciens, il y avait des danseurs, des danseuses, moi qui changeais de tenue, des micro-mains, micro-casques, comme Britney Spears, et voilà. C'était un jeu et c'était plein et le public vous a ovationné. Ouais, c'était vraiment une belle première date. Et ce qui est très très rigolo, c'est qu'il y a pas si longtemps, j'ai eu l'occasion de fêter il y a maintenant un petit moment, mes 10 ans de carrière en fait, et il y a toute une journée qui a été organisée autour justement de ces 10 ans. Et ça a commencé en fait on m'a mené en bateau, quoi. On m'a dit allez, on va aller au Palais Nicaïa, on doit faire un article pour Nice Matin, tout ça, vu que voilà, c'est les 10 ans. Bon, va chez le coiffeur, va t'habiller, va machin. Je dis, mais si c'est juste une interview, je sais pas pourquoi je vais me mettre sur mon 31. T'occupe pas, machin, truc. J'arrive au Palais Nicaïa, et là, en fait, je rentre dans la salle est vide, mais je vois un petit groupe avec une banderole énorme en mettant Priscilla, Betty, 10 ans de carrière. En fait, toute ma famille et mes amis étaient en plein milieu de la salle. Ça, c'est formidable. Je me suis effondrée. Voilà pourquoi il fallait que je me prépare, quoi, parce que je me suis retrouvée au milieu de cette salle, la première où je suis passée avec tous les gens qui sont encore là, vivants et qui me soutiennent et c'était un clin d'œil extraordinaire. Alors la première tournée, vous aviez 14 ans, je crois, ou à peu près. Oui. Et comment ça a été organisé? Pourquoi une tournée? C'était pas évident pour vous, même par rapport à l'école. C'est sûr que c'était pas évident. Après, on partait en tournée généralement le week-end, donc ça n'empiétait pas trop sur l'école, de toute façon on n'avait pas le droit. Et c'était pas difficile, non, justement, ça m'apportait encore quelque chose de différent de ce que j'avais l'habitude de faire. De la promotion, des émissions de télé, des interviews, des séances photos, des clips. Et là, on me dit, tu vas aller chanter tous les week-ends sur scène avec ton équipe. C'est trop génial. C'est génial. Ah, c'est génial. Et comment on arrive à faire ses devoirs à l'école en même temps? Maman, de toute façon, c'est la condition, hein. Tu travailles pas bien, on va freiner. Tu seras puni, pas de scène. Pas de scène, c'est maintenant que je suis au courant de comment ça se passe. Elle aurait jamais pu pas me faire de scène parce que c'est trop compliqué. Mais en tout cas, c'était la condition et c'est pour ça que je m'accrochais aussi. J'ai jamais été très fan de l'école. Je pensais qu'à ça. Voilà. Mais en même temps, les bonnes notes étaient là et les professeurs disaient rien. Les bonnes notes étaient là et non, parce que j'ai toujours, même à l'école, en fait, j'avais vraiment une attitude d'élève, qui n'avait pas un métier déjà à côté, quoi. Et il y avait pas de jalousie à l'école de la part des autres copines, des copains? Si, forcément, il y en a eu. Sans être quelqu'un de connu, déjà les enfants sont un petit peu méchants entre eux, mais là, vu ma position, j'ai des jalousies, oui. Ça, bien sûr. Alors, Priscilla Betty, il y a eu aussi l'Olympia. Ça aussi, c'est mythique. Vous connaissiez l'Olympia avant de passer sur scène? On m'a donné un cours de l'Olympia. On m'a dit, l'Olympia, je vais t'expliquer clairement qu'est-ce que c'est. Donc, on m'a dit que c'était une salle mythique où tous les plus grands étaient passés. Et qu'on m'a dit aussi que, aujourd'hui, tu es la plus jeune à l'avoir fait, quoi. Non, c'est faux. Ah bon? C'est faux parce que j'ai trouvé un garçon qui s'appelle le Petit Prince, Pascal Krug, qui à 7 ans est passé à l'Olympia avec Claude François. Il chantait dans les années 60, c'est bien joli d'être copain. Il a fait 7 chansons et Claude François l'a pris en tournée et il a pris l'Olympia pour 2 chansons. En 64. Ravi alors. C'est pas grave. Alors malheureusement, on est les plus jeunes, quoi. Oui, il a mué et il a beaucoup changé puisqu'il vit en Suisse maintenant. Il est devenu fonctionnaire à Lausanne, ce qui est quand même beaucoup moins joyeux que l'Olympia. Oui, c'est différent, hein. Voilà. Alors l'Olympia, ça s'est passé comment, Priscilla Betty?
L'Olympia, j'étais à Paris avec mes deux parents. Pour une fois, mon papa nous suivait parce que il fallait bien que quelqu'un entretienne la maison et puis reste avec mes autres sœurs. Donc c'est vrai que et c'est toujours ma maman qui était avec moi. Et là, pour une fois, il a pu monter avec moi. On est arrivé à l'hôtel, on s'est préparé, puis on a dit bon on va aller répéter à l'Olympia. Et puis là, j'arrive et d'un coup, je me vois devant l'entrée et marqué en gros Priscilla. Donc forcément, photo mythique devant, voilà, les bras grands ouverts. Et cette photo, elle est accrochée d'ailleurs dans le garage de mon papa, parce qu'on est très souvenirs, on garde beaucoup de choses. Et j'arrive et je vois cette salle-là, ces beaux fauteuils rouges, je vois toute l'équipe, je suis rassurée, on fait nos répétitions, tout se passe bien, arrive le grand soir, mes sœurs sont montées, toutes mes tantes sont montées, je crois que la moitié de la salle c'était ma famille en fait. Voilà, et il y avait des petits partout, les parents qui achetaient les petites chemises à l'époque qui se vendaient au merchandising avec les cœurs en écossais, parce qu'à l'époque dans Teste-moi je portais les cœurs écossais. Voilà, et j'ai eu l'occasion de le faire le samedi soir, le dimanche après-midi, 2 jours quoi. Avec les enfants qui sont montés sur scène à la fin? Je crois qu'il y a eu, j'ai été envahie au bout d'un moment. Il y en a un qui arrivait de la droite, gauche, et puis tout le monde est monté après. Par contre, si j'ai une toute petite note négative, c'est à la sortie du concert. Je devais faire une séance dédicace dans cette espèce de long couloir, en fait, où toutes les affiches sont affichées pour aller dans la salle de spectacle. Et en fait, il y avait tellement de monde que j'ai paniqué. J'étais toute petite, j'ai paniqué. J'avais mon garde du corps qui m'avait dans ses bras, mais je me sentais pas bien du tout. Donc au bout d'un moment, il m'a mis sur ses épaules. Donc du coup, ça y est, j'avais pris de l'air et je me sentais plus rassurée. Et après, ça s'est bien passé, voilà. Donc ça, c'est pas très grave. Et en plus, effectivement, il y a un côté mystérieux qui compte, que vous gardez, oui, puisqu'on vous voit pas tout de suite. Alors, ça a été l'Olympia, ça a été un triomphe, et il y a eu des disques d'or, des disques d'argent ensuite. Disque d'or, disque d'argent. J'ai eu l'occasion de faire le Palais des Congrès aussi. Oui. Palais des Congrès, après tourner dans toute la France. Je suis même partie à l'île de la Réunion. Oui. Faire 2 spectacles. Et là aussi, pour l'école, c'était les vacances scolaires? Pour l'école, certainement. Ouais, c'est oui. Ça. Non, certainement. Et alors, ensuite, il y a eu le cinéma. Le cinéma est venu avec un film qui s'appelle Albert est méchant. Oui. Ça aussi, c'est étonnant. Comment vous êtes arrivé là-dedans, Priscilla Betty? Oh, je sais même plus. Mais je crois que c'est moi qui ai été passer le casting, en fait, chez Gaumont. On m'a présenté le rôle. Une petite fille qui s'appelle Chelsea, qui sera la fille de Christian Clavier, d'Ariel Dombal. Voilà, c'était un tout petit rôle. Je me rappelle, on logeait avec ma maman, on était à Versailles et on venait me chercher tous les matins très très tôt. Et ce que j'adorais en fait, moi, c'est que c'était un film où il y avait des animaux dessus, parce qu'au bout d'un moment, on voit Michel Serrault qui investit un petit peu la maison avec ses marcassins. Il avait des tenues, voilà, c'est quelqu'un qui venait de la forêt, quoi. Donc il connaissait pas trop la ville, quoi. Et j'ai adoré. Je me suis vraiment familiarisée avec toute l'équipe de tournage. C'est pas évident, c'est un milieu que je connaissais pas. C'est un rythme aussi de travail différent de la chanson. Donc des fois, c'est vrai que comme j'avais un tout petit rôle, j'attendais. Mais j'étais très copine avec Ariel Dombal, et elle adorait que je lui chante des chansons, elle se relaxait. Ça, c'est très bien. Oui. On dit que le cinéma, c'est 8 heures d'attente pour 1 minute de génie en général. C'est tout à fait, exactement. C'est un peu ça, vraiment. Et Michel Serrault, vous l'avez rencontré, Priscilla Betty? Oui, bien sûr, je l'ai eu en face de moi, mais après, moi j'étais timide, et puis lui était il avait énormément de travail aussi, et c'est vrai qu'on n'a jamais eu l'occasion, voilà, et il m'a toujours, il passait devant, il me disait, comment ça va ma petite cocotte? Il me mettait une petite tape sur la tête, c'était, voilà, sa manière à lui de dire bonjour, et c'était chouette. C'est un personnage étonnant, il était capable des pires folies. On l'entendait hurler dans la villa quand il fallait qu'il fasse des il était à fond, c'était génial. Dans son jardin, il jouait du cor de chasse en permanence. C'était son grand plaisir pendant des heures et des heures, il n'y avait plus un seul voisin, et ça l'amusait. C'était un personnage hors du commun, capable de... Mais il faisait plein de bêtises entre les scènes, hein. Ah bon? Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des blagues, ou il prenait des choses qui étaient sur place dans la maison, puis il jouait avec. C'était un farceur, hein. Un gros farceur. Vous avez eu de la chance, il vous a pas fait de blague, mais il était capable de passer devant vous en hurlant, comme ça, pendant... Mais tout à fait. Et de se déshabiller devant quelqu'un à la télévision, c'était pas un problème pour lui. Dans votre vie, vous avez fait aussi une chose étonnante, c'est une pub pour les Happy Meal de McDonald's. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, j'étais la fille et Barthez le gardien
avait son objet pour les garçons, je crois. Oui. C'était vraiment quelque chose de nouveau. Ça me parlait énormément, hein, McDonald's et moi à l'époque. Donc, du coup, j'ai dit oui, sans problème. Et quand j'ai pu retrouver mon single, quand les gens prenaient un Happy Meal, tout ça, c'était rigolo. Parce que des fois, j'étais chez McDonald's, puis une dame à côté prenait l'Happy Meal pour sa fille, et puis en fait, j'étais à côté. Donc, elle me dit, mais en fait, c'est vous, puis je vous ai à côté. C'est rigolo. Voilà. Est-ce que vous savez comment est né McDonald's? Non. Eh ben, en 1940. Par contre, je sais aujourd'hui qu'ils font des livraisons au domicile. Oui, ça Je suis ravie. Vous n'êtes pas la seule, je connais des enfants aussi. Voilà. C'est les menaces si on va pas chercher le McDonald's le soir. Tout à fait. Non, en fait, il y a deux frères qui s'appellent Maurice et Richard McDonald qui, en 1948, ont ouvert un self-service de hamburgers à Pasadena, en Californie. On faisait la queue pendant des heures pour leur hamburger et il y a un industriel qui passe devant un jour, Ray Kroc. Il s'appelait Kroc en plus, c'est drôle. Et il goûte ce McDonald's avec le ketchup et dit, mais c'est formidable, on va faire une affaire. Et c'est à partir de ce petit stand des deux frères qu'est née l'usine McDonald's. C'est fou quand même. Hein. Une rencontre peut faire naître beaucoup de choses. Et puis il y a une série aussi qui a fasciné beaucoup de jeunes à la télévision, c'est Chante. Tout à fait. C'est né comment ça? À l'époque, c'est vrai on m'avait contacté pour un projet de série comédie musicale, mais c'était plus, ça devait s'appeler H2O. Donc c'était sur de la physique, de la chimie, voilà. C'est pas votre truc. Alors pas du tout, voilà, vous m'avez bien cerné. Et en fait, à l'époque, je regardais beaucoup Stress sur M6 et ça m'aurait bien plu de pouvoir intégrer un programme comme ça et en fait de nous est venue l'idée. Donc on a recontacté la prod et puis on leur a dit vous avez pas, enfin Priscilla serait d'accord avec plaisir, mais nous on a plutôt une idée série comédie musicale comme Stress, tout ça, et en fait ils ont trouvé ça génial et ils sont partis là-dessus. Il y a eu 4 saisons de Chante qui ont bien marché. C'était un mélange de Fame et de High School Musical. Et de Stress aussi. Exactement. Et d'ailleurs, il y avait une figurante et une danseuse que vous connaissiez bien, qui se prénommait Sabrina, qui était votre manageuse. Elle va être ravie d'entendre ça. C'est vrai? Ben, tout à fait. En fait, c'était l'assistante chorégraphe. Parce qu'elle a été danseuse à Paris pendant 10 ans. Ça a été son premier métier. Et en fait, nos liens se sont créés très, très vite. Et avant qu'on puisse travailler ensemble, on a déjà été amis, on est toujours amis et aujourd'hui, oui, on travaille ensemble. Eh ben justement, on va reparler de ce travail aujourd'hui dans quelques instants, Priscilla Betty, à travers une date très récente, le 19 mai 2017. À tout de suite sur Sud Radio avec Priscilla Betty. 16h, 17h. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invitée Priscilla Betty. Elle réveille vos souvenirs, des souvenirs anciens chers à votre cœur, des souvenirs récents, puisque maintenant on va parler d'une date récente, le 19 mai 2017, sortie d'un album qui s'appelle La vie c'est, dans lequel il y a une chanson. C'est que rêver, en demain, changer le monde, changer les choses avec peu, l'air de rien, changer le monde, changer les choses maintenant. Changer le monde, c'est une chanson de ce nouvel album. Changer, c'est justement ce qui vous arrive, Priscilla Betty. C'est-à-dire que maintenant, vous avez plus 14 ans, vous êtes un peu plus vieille, pas beaucoup, et vous revenez avec un album tout à fait différent de ceux que vous avez préparés pendant des années. Tout à fait. C'est un album, effectivement, il s'est passé 10 ans entre le précédent et celui-là. En 10 ans, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie personnelle comme professionnelle. Je suis partie de ma maison de disques, je me suis retrouvée seule justement avec Sabrina. On a essayé de monter un espèce de petit label indépendant pour que je puisse continuer à exercer mon métier. Malheureusement, nous n'avons pas eu les reins assez solides pour pouvoir aller un peu plus loin. Mais j'ai eu quand même de belles choses dans cette aventure, c'est que j'ai rencontré beaucoup de monde qui m'ont toujours laissé un petit quelque chose, qui m'ont apporté, qui m'ont énormément enrichi en tout cas. Pendant 10 ans, pas de disque. C'était un peu désespérant après un tel succès, non? Pas de disque, mais quand même beaucoup de musique, beaucoup de maquettes, beaucoup de rencontres, beaucoup de directions différentes, de styles différents. Voilà, si aujourd'hui je prends mon ordi et que je vois toutes les maquettes que j'ai pu faire, justement parce que
C'était pas un plaisir de faire tout ça. Le seul plaisir, c'était de rencontrer des gens différents. Mais de se dire, on s'arrête à ce stade-là, juste au stade de maquette, c'est que quelque part, ça se concrétisait pas. Pourquoi? Parce que, en fait, cette période-là, j'en avais besoin pour savoir qui j'étais, déjà. Parce que pendant toutes ces années enfant, je n'ai jamais arrêté. J'ai pas eu ce genre de questions à me poser, en fait, où, à un moment donné, dans sa vie, on arrive à un certain carrefour et puis on se dit, bon, qui on est? De quoi on a envie? Qu'est-ce qu'on a envie de représenter, voilà. Et en fait, toute cette période-là m'a donné ces réponses et c'est pour ça que j'ai pu aujourd'hui me consacrer à cet album. Il y a quand même eu des moments difficiles. Vous vous êtes dit, Oui. ça marchera jamais? Quand vos parents, enfin surtout votre père qui est un hypersensible, vous regarde et pleure en disant je souhaite de tout leur Dieu, je souhaite que tu puisses revivre ce que tu as vécu quand tu étais gamine. Voilà. Moi, on est une famille hyper soudée, hyper sentimentaux, oui. Et le problème, c'est que voilà, on a cette pression-là aussi derrière nous. Et moi aussi, je me posais la question de savoir est-ce que j'allais pouvoir continuer. Est-ce qu'il fallait que je change de vie? Est-ce que tout ce que j'avais vécu là, voilà, ça allait s'arrêter? Ça avait vraiment pas eu j'ai pas eu des moments évidents du tout. Ça s'est arrêté parce qu'à un moment, vous avez voulu changer de style et que ça n'a pas marché comme avant, non? Non, ce qui s'est réellement passé, c'est que, en fait, à l'époque, donc on l'a dit tout à l'heure, j'avais un producteur. Ce producteur-là m'a vendu à ma maison de disques et est parti. Il Donc, vous a bradé, quoi. Ouais, je sais même pas, je veux même pas le savoir. Sauf que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, je me suis dit, ça y est, je vais aller dans une maison de disques, je vais aller en direct avec eux, je vais certainement peut-être faire un petit peu plus de choses, on va pas se le cacher, peut-être plus de moyens financiers. Et en fait, il s'est passé tout le contraire, c'est-à-dire que je n'ai plus de nouvelles de personnes pendant 2 ans. Alors qu'il y a quand même certaines personnes qui étaient là depuis mes débuts, qui ont été mutées de maison de disques. Et oui, on s'est retrouvés là, quand même, ensemble. Et donc c'est cette période-là qui a été très difficile pour moi, où j'ai eu besoin où je me retrouvais chez moi, et puis j'ouvrais pas les volets de la journée, et puis j'ai appelé personne parce que j'avais pas envie de parler, et puis voilà, quoi. Et comment c'est revenu? Alors comment vous êtes arrivé aujourd'hui à cet album? C'est ce quelqu'un m'a donné la force, c'est Sabrina en fait qui a voulu qui m'a regardé un jour et qui m'a dit bon allez, aujourd'hui je suis prête à me consacrer à toi, à prendre une nouvelle direction aussi dans ma vie et essayer qu'on y arrive toutes les deux, alors qu'elle vient pas du tout de ce milieu-là, et c'est cette personne-là qui m'a un peu donné l'envie d'aller de me lancer, de monter à Paris, de louer des studios, de rencontrer des gens, de faire des maquettes et de faire des réunions, de prendre des rendez-vous avec des maisons de disques, ce genre de choses, quoi. J'aurais jamais eu les épaules pour le faire toute seule. Oui, et puis de trouver des auteurs-compositeurs qui représentent la nouvelle génération, qui vous ont connu presque enfants eux aussi. Tout à fait, tout à fait. Il y a Slimane, il y a Alma, il y a Sophie Tapi, il y a Princesse Sarah. Tout à fait. Il y a Marvin Dupré qu'on peut revoir là dans The Voice. Il y a Marc, il y a Silvio, il y a beaucoup de gens. Comment c'est arrivé justement? Pourquoi cette nouvelle génération d'auteurs-compositeurs pour travailler avec vous? Moi, je connais pas grand monde sur Paris, je dois être très honnête. Et en fait, c'est parti de la rencontre avec mon producteur, Gary Fico, donc le label Famous Farmer. Et Famous Farmer, en fait, a travaillé pour beaucoup d'artistes, pour Pokora, pour Tal, pour Scheim. Et donc, lui connaît toute cette nouvelle génération, et la plupart des personnes sont plus que des personnes avec qui il travaille. Et un jour, il m'a dit, on va faire ce qu'on appelle un séminaire. Donc moi, même après 17 ans de carrière, je découvre encore des choses. Un séminaire, d'accord, pas de problème, c'est quoi? En fait, on va se retrouver dans un studio avec plein d'auteurs-compositeurs différents. Ils auront travaillé pour toi, ils auront fait des maquettes, juste peut-être de la musique, juste des paroles. Et puis tu vas juste te dire, est-ce que ça te plaît pas, faire des essais, prendre des tonalités, si ça te plaît, on va plus loin, tout ça. Et c'est ce qui s'est passé. Et j'ai eu l'occasion de voir vraiment tout le monde. J'ai pas quelqu'un qui m'a juste envoyé une chanson que je ne connais pas. Donc c'est vraiment chouette. Et ça a été pour moi plein de chansons, ça a été des révélations, parce que je me suis dit mais c'est incroyable, c'est ma vie, je m'identifie complètement à ça, ou même c'est un sujet mais que tout le monde peut interpréter à sa manière, enfin voilà. Et ces auteurs-compositeurs, vous les connaissiez en les ayant vus à la télévision, ils vous connaissaient aussi ou pas du tout? Moi je connaissais Slimane, lui ne me connaissait
Oh si, je crois que Oh, oui. et vous avez vu enfant, oui, je suis sûr. Oui, je dis des bêtises. Et Yakov aussi qui a travaillé sur Changer le monde, je le connaissais aussi. Je connais plus très bien son frère qui a bossé avec moi sur Flashdance. Sophie Tapi, je ne connaissais pas. Alma non plus. Marc non plus. Nazim non plus. Nazim qui a travaillé pour Kenji Girac, Amir. Ça a été aussi des connaissances, voilà, de nouvelles connaissances. Et la chanson a changé en 10 ans. Pour vous, est-ce que les chansons que vous chantez aujourd'hui, c'était possible il y a 10 ans ou pas du tout, Priscilla Betty? Les chansons que je chante aujourd'hui, est-ce que ça aurait pu il y a 10 ans? Oui, est-ce que les autres, la chanson a évolué? Est-ce que les auteurs-compositeurs ont évolué, ont changé? Ah bah oui. Oui, on a beaucoup évolué. Hein. Je saurais pas qualifier le changement, lui donner un nom, mais effectivement, on change. Mais comme pour tout, hein, les enfants maintenant, c'est plus les mêmes à l'époque. Hein. Physiquement, je parle, leur manière de parler, leur manière de penser, ça avance trop vite, j'ai l'impression. Il y a eu une seule différence avec le passé, ça a été le casque dans le studio d'enregistrement. Ah, maintenant il me va complètement. Il est à ma taille. Pourquoi avant ça marchait pas du tout? Non, avant il était trop grand et j'étais obligée de mettre un rouleau de sopalin entre ma tête et le haut du casque parce que j'avais une trop petite tête. Mais maintenant c'est bon. Et on retrouve 10 ans après les réflexes du passé sans problème dans un studio? Bah oui. Moi, je sais ce qu'il me faut. Il me faut le casque, le micro, un pupitre. Parce que c'est vrai qu'il y a des artistes qui peuvent chanter avec le texte dans la main, par exemple. Moi, je suis incapable. Parce que quand je chante, j'ai l'impression de faire on me dit, j'ai l'impression que t'es en train de faire un show aussi. Parce que je suis en train de danser à la fois. Je chante et je danse. Et j'interprète et je fais des gestes et je m'exprime, quoi. Voilà. Est-ce que vos fans d'hier sont toujours présents ou est-ce que c'est une nouvelle génération qui va vous découvrir, Priscilla Betty? Oh là là, j'en ai des qui sont là depuis le début. Même des personnes avec qui je travaille aujourd'hui, qui étaient mes premiers fans et qui le sont quand même toujours, alors que voilà, on travaille ensemble, mais ils ont toujours ce côté fan. Et il y en a aussi des nouveaux. Et ces gens-là qui sont arrivés, les nouveaux, c'est Danse avec les stars en fait qui leur a permis de me découvrir. Oui, car vous avez fait Danse avec les stars en 2015, la 6e saison, et vous avez fini en finale, 2e, je crois. Tout à fait, voilà. Comment ça s'est passé? Pourquoi ça? C'est un programme que j'ai toujours regardé, que j'ai toujours adoré. Et moi, je suis une fille de challenge. J'aime les aventures. Je n'aime pas faire toujours la même chose. J'ai besoin de découvrir. Donc, pour moi, c'était quelque chose de nouveau, une émission de danse, une compétition, un spectacle à la fois, un partenaire. Il fallait que je fasse confiance. Et puis j'avais des choses à me prouver aussi. Donc, je me suis lancée tête baissée dans ce programme. Votre partenaire s'appelait Christophe Licata, je crois. Fait. Ouais. Et alors, travailler avec lui pendant une semaine pour faire une apparition, d'abord, il y a beaucoup de monde, c'est difficile. Vous n'étiez pas une danseuse professionnelle? Mais pas du tout. Alors, c'est très bizarre parce que les gens n'ont pas été forcément étonnés de me voir dans ce programme. Pourquoi? Parce que ils me disaient, mais qu'est-ce que tu vas aller faire danser avec les stars? Toi, en plus, tu sais déjà danser, tu sais. Alors, en fait, j'avais une phrase très simple, c'est que ce genre de danse, je ne l'ai jamais exercé. Et danse latine et danse standard, danser à deux, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Donc, j'étais sur le même pied d'égalité que les autres, en fait. Finalement, je découvrais pareil. Et par contre, oui, c'était quelque chose d'intense au niveau des répétitions. C'était de la danse entre 3 et 5 heures par jour. Pour une prestation qui dure 2 minutes le samedi soir. C'est en même temps beaucoup de promotions aussi qu'on va faire à l'extérieur dans des émissions pour dire qu'on est dans le programme. C'est aussi les interviews qu'on a toutes les semaines, tous les mercredis. C'était pour faire les petits magnétos d'avant la prestation. C'était très intense. Mais ça vous fait pas peur, ça, le travail vous fait pas peur? Non, j'ai toujours été travailleuse, donc non. Alors justement, à la scène, il y a 2 ans, un spectacle, je crois que c'était au théâtre du Gymnase, Flashdance, d'après le film musical, et là aussi, vous avez été la tête d'affiche. Ça a été, Priscilla Betty, un autre challenge. Voilà, Priscilla Betty alias Alexandra Owens, qui travaille à l'usine de Pittsburgh, au milieu des hommes, mais qui a envie de réaliser un de ses rêves, de pouvoir entrer dans une école. Et là, chanter, danser sur scène, c'est un challenge tous les soirs encore. Ah ben c'est encore nouveau. Hein. Là, on est dans une comédie musicale, mais sans filet, devant un public différent tous les soirs, du direct. Et là, ça vous amuse, ça vous passionne aussi. Ah mais je suis complètement dedans. D'ailleurs, dans votre album, il y a une reprise d'une chanson de Flashdance. Oui, et pour la petite histoire, je sais pas si vous savez, parce que j'aime bien vous apprendre aussi des choses. En fait, j'ai fait une reprise à l'époque qui s'appelait
Cette vie nouvelle quand j'étais petite, et en fait c'était la reprise de What a Feeling. Donc c'est rigolo quand même, on dit que la boucle est un peu bouclée quoi. Et savez-vous qui au départ d'ailleurs devait jouer le rôle principal du film? Non. C'est Demi Moore. Ah oui, j'avais entendu. Et ça n'a pas marché, elle a refusé à la fin pour des questions de cachet, je crois. Oh. Et ce qui a fait le succès du film quand même est d'une autre comédienne. Alors maintenant, cet album est sorti, qu'est-ce qui va se passer? Tourner, vous repartez comme il y a 10 ans, Priscilla Betty? Oui, je suis très contente d'aujourd'hui de pouvoir annoncer une date à l'Alhambra le vendredi 13 octobre 2017. Donc c'est un joli début et pour après partir en tournée, oui. Et maintenant, vous avez retrouvé l'envie de continuer, de continuer à chanter, de faire d'autres choses? J'ai déjà envie de pouvoir partir sur les routes avec cet album et d'aller au plus proche du public. J'ai vraiment eu de la chance quand même là dans mon passage un petit peu à vide, je dirais sans musique, parce que j'ai une base fan qui est énorme et c'est des gens qui sont toujours restés là malgré que j'avais rien à leur donner et c'est pour ça que j'ai hâte de les retrouver et j'ai besoin de ça parce que la seule tournée que j'ai faite, j'avais 13 ans, on en a parlé tout à l'heure et que là ça commence à faire long. Oui. Donc voilà. Finalement, vous ne pouviez pas vivre sans la scène. Non, et c'est pour ça que je suis tellement heureuse de pouvoir remonter et de pouvoir être sur scène, ça y est, en tant qu'adulte et plus en tant qu'enfant. Il n'y a qu'une chose qui manque à votre palmarès, c'est le bac. Il fallait pas qu'on parle des choses qui... Ah bah oui, quand même. Vous avez pas le... Non, mais attendez, c'est tout à votre honneur. Non, j'ai pas le bac. Mais, je m'excuse. Mais non, mais Sacha Guitry... Mais c'est important, allez passer votre bac. Non, oui, mais en même temps, Sacha Guitry a fait 12 au 6e. Il a jamais eu le bac. D'ailleurs, son père lui avait dit un jour tu te marieras en 6e. Donc, si je vous compare à Sacha Guitry et au succès, vous êtes plutôt bien parti. Plaisir alors. Ben oui. Voilà. Non, mais en tout cas, si vous avez d'autres talents que le bac et on a besoin de vous sur scène. En tout cas, cet album est très réussi. On sent votre énergie intacte, des chansons modernes. On retrouve la Priscilla d'hier qui a grandi. Merci Priscilla Betty. Tous nos vœux de succès et à demain pour d'autres clés d'une vie. 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 Pour d'autres